espoir, une lumière sur votre chemin. Je marcherai. Mort et vie sont au pouvoir du langage. Ceux qui la chérissent mangeront de son fruit. Proverbe 18, verset 21. Bienvenue au cabinet de la PNL. Et si cette étape était celle de la transformation intérieure? Bienvenue dans le cabinet de la PNL. Votre rendez-vous hebdomadaire avec Coach Adelindia pour booster votre confiance, votre communication et mieux gérer vos émotions grâce à la programmation neurolinguistique. Le cabinet de la PNL, chaque lundi à 14h GMT. En direct sur toutes les plateformes de Radio Grâce Espoir. Des conseils pratiques, des interviews et des outils concrets pour aller mieux, penser mieux et vivre mieux. Le cabinet de la PNL, c'est le moment de faire de soi sa meilleure version. Les mots ont un pouvoir. Ils peuvent construire ou détruire, apaiser ou blesser, motiver ou décourager. Les mots, ils semblent si simples, si ordinaires. Pourtant, ce sont eux qui bâtissent nos mondes. Ils façonnent nos émotions, nos décisions et nos relations. Ils nous programment sans que nous en ayons toujours conscience. Aujourd'hui, dans le cabinet de la PNL, je t'invite à un voyage au cœur de ton propre langage. Un voyage pour découvrir comment, en changeant tes mots, tu peux changer ton regard sur la vie et transformer tes émotions. Et si chaque mot que tu prononces était une commande envoyée à ton cerveau ou une programmation de ton état intérieur, c'est tout à l'heure après cette plage musicale. L'architecte de ma vie, il a commencé, Jésus est l'architecte de ma vie, il a commencé, je suis le bâtiment, puis il est l'architecte, il a commencé, je suis le bâtiment, puis il est l'architecte, il a commencé, ce que moi je sais, c'est qu'il est l'alpha et l'oméga, alpha c'est le commencement, oméga c'est la fin, s'il a commencé, forcément il va terminer, il a commencé, Stylo. Ok. Feuille. Ok. Êtes-vous prêt à noter? Oui, coach. Ok. Finalement, on est tous devenus des étudiants. On est tous revenus à la fac. Oui, vous l'avez deviné.
Aujourd'hui, nous allons parler du pouvoir des mots, transformer son langage pour changer ses émotions. Et pour cela, je suis avec un nouvel invité. Je vais lui laisser le soin de se présenter. Bonjour. Bonjour. Je suis Salomon Kofi. Voilà. Comme on peut dire, physicien de formation. Voilà. Et actuellement, je suis étudiant entrepreneur. Voilà, pour être bien précis. Bienvenue, Salomon, au cabinet de la PNL. Et je suis curieux de savoir, Salomon, qu'est-ce qui t'a motivé à participer à notre émission? D'accord. Comme je disais, être scientifique, c'est quelqu'un qui, d'abord, est curieux. Il veut savoir tout ce qui se passe. Voilà. Donc, c'est ça qui m'a motivé. Je veux voir comment être un patient PNL. Voilà. Pour voir ce qui ça donne. Ok. Donc, Salomon est un de nos invités au cabinet de la PNL, ou on dira encore un client de notre cabinet de la PNL. Et avec lui, nous allons voyager, comprendre le pouvoir de nos mots. Cependant, il est important de revenir sur ce que nous avons vu et pratiqué la semaine dernière. Effectivement, la semaine dernière, j'étais avec 3 invités et nous avons parlé de l'échec. De l'échec à la victoire intérieure. Transformer ces expériences en apprentissage avec la PNL. Nous avons tous connu à un moment de notre vie des échecs, des insuccès. Et notre attitude face à un insuccès dépend de notre interprétation. Et comme Nelson Mandela le disait, je n'échoue jamais. Soit je réussis, soit j'apprends. Et il y a un postulat en PNL qui le prouve aisément. Il n'y a pas d'échec, seulement du feedback. Il n'y a pas d'échec, seulement des apprentissages. Cela signifie que chaque expérience, même douloureuse, contient une information pour apprendre, pour nous aider à évoluer, pour nous aider à nous améliorer. Autrement dit, l'échec ou encore l'insuccès devient un enseignant. Nos insuccès passés ne sont pas toujours un problème. Ce qui nous bloque, ce sont souvent les croyances limitantes qui naissent à la suite de nos insuccès. Ces petites phrases qui viennent bloquer notre motivation. Par exemple, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas assez bon, les autres réussissent et pas moi. Ou encore, je n'ai pas droit à l'erreur. Donc ces petites phrases intérieures deviennent comme des murs invisibles. Et la semaine dernière, nous avons vu avec la PNL plusieurs techniques qui vont nous aider à dépasser ces croyances limitantes. Et l'une des techniques que nous avons abordées, c'était le recadrage. Changer le cadre de nos pensées. Au lieu de dire, par exemple, j'ai échoué, on peut dire, j'ai appris une manière qui ne fonctionne pas. Et c'est ce que Thomas Edison nous a dit. Après plusieurs centaines d'essais infructueux pour inventer l'ampoule, il disait, je n'ai pas échoué. J'ai trouvé 10 000 façons qui ne marchent pas. Donc, je vous invite, amis auditeurs et auditrices de Radio Grâce Espoir, à revoir l'émission de la semaine dernière pour comprendre notre perception de l'échec et pour découvrir des outils simples qui vont nous aider à recadrer notre perception de l'échec. Et aussi, je vous invite à rester assis et à prendre une feuille, une note, parce que nos mots, les mots que nous utilisons, peuvent nous aider à transformer notre échec en victoire intérieure. Et avant de poursuivre, je vais poser quelques questions à Salomon. Salomon, est-ce que tu as déjà connu un échec dans ta vie? Oui. Tu veux bien nous partager une expérience?
Oui, oui, évidemment, à l'école. Oui. Voilà, j'ai eu une mauvaise note lors d'une évaluation en mathématiques. Mhm. Et qu'est-ce que tu t'es dit après cette mauvaise note? Je me suis dit, j'ai tellement bossé et puis je ne méritais pas ça. Uh-huh. Voilà. Et puis, c'était un peu décevant parce que mon père, ça fait partie de ses matières préférées. Mhm. Quand il prend ton bulletin de classe, quand il regarde mathématiques, physique, Mhm. avant de regarder les autres. Voilà, donc je dis, il me fait plaisir en m'envoyant à l'école. Moi, je dois lui faire plaisir en ayant de bonnes notes. Et le fait d'avoir faussé à cette évaluation-là, vraiment, ça m'a vraiment touché. Mhm. Ok. Et quand tu te disais que je mérite d'avoir de meilleures notes, comment est-ce que tu te sentais? Bon, j'étais vraiment frustré, voilà, Mhm. parce que il y a des amis que on marchait ensemble qui ont réussi à cette évaluation-là, mais moi non. Voilà, donc je me disais que on bosse ensemble, on étudie ensemble. Pourquoi ils ont pu réussir et pas moi? Mhm. Voilà, c'était ça le point essentiel. Ok. Merci Salomon pour ce partage. Donc, vous voyez que notre langage détermine un peu la carte de notre monde intérieur. Salomon a eu une mauvaise note. Il ne s'y attendait pas. Donc, chaque fois qu'il se pose la question, mais pourquoi moi? Ce langage ne l'amène pas à aller de l'avant. Il aurait pu se dire que cette note, c'est vrai que je n'ai pas eu la note souhaitée, cependant, c'est une information qu'elle me donne. Quelle est cette information? Est-ce que je n'ai pas suffisamment préparé mon devoir ou est-ce que j'étais trop confiant et je n'ai pas fait attention à certaines erreurs ou est-ce que j'étais stressé, je n'ai pas su gérer mon stress avant le devoir? Donc, comme nous l'avons vu la semaine dernière, derrière chaque échec, il y a un apprentissage. Derrière chaque insuccès, il y a une information qui nous aide à aller de l'avant. Et comment notre langage peut contribuer à cela? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans notre cabinet. Notre langage traduit ce que nous vivons à l'intérieur de nous. Nos mots révèlent notre cadre du monde, notre perception de la réalité. Les mots que nous utilisons vont révéler nos croyances, nos émotions, notre manière de voir la réalité. Lorsque je dis « Oh, c'est difficile, je n'y arriverai jamais », notre inconscient entend « Je suis impuissant ». Et il va générer une émotion d'impuissance. Cependant, lorsque je dis que je suis en train d'apprendre à y arriver, mon cerveau se met en mode progression. Il m'envoie de l'énergie, de la confiance, de la curiosité. Nos mots ne sont pas seulement des sons, ce sont des clés. Des clés qui vont nous ouvrir une porte émotionnelle. Et moi, je vais vous partager un peu comment j'ai utilisé les mots lorsque j'étais à la fac. En fac de médecine, chaque année, nous avons de nouvelles matières. Et à un moment, il y avait des matières que je trouvais assez difficiles et j'avais du mal vraiment à apprendre aisément. Et je me suis posé la question, les matières de l'année dernière, aujourd'hui, elles me semblent si simples. Qu'est-ce qui fait la différence? Et là, je reçois de manière claire que ces matières que je trouve difficiles ne sont pas en fait difficiles, c'est parce qu'elles sont nouvelles. Ce sont de nouvelles informations que je suis en train d'apprendre. Et c'est ce qui me donne l'impression de la difficulté. Donc, j'ai décidé de changer ma perception. Et je me suis fabriqué une phrase comme ça. Rien n'est difficile, c'est simplement nouveau. Donc, chaque fois que j'apprenais une matière, je me disais que cette matière n'est pas difficile. Elle est simplement nouvelle.
Et pour que je puisse la maîtriser, il faut du temps à lui consacrer. Donc, en me disant chaque fois que cette matière n'est pas difficile, elle est simplement nouvelle, ça ouvre mon cerveau à l'apprentissage, à la curiosité. Donc, chaque mot que nous utilisons va nous aider à ouvrir une porte émotionnelle. Ça peut être une porte de la confiance, comme ça peut être une porte de la peur, ou encore une porte de la tristesse ou une porte de la colère. Certains vont utiliser la clé pour ouvrir la porte de la sérénité. Et la bonne nouvelle, c'est que chacun peut choisir les clés qu'il souhaite. Et deuxième chose que nous devons retenir également sur le pouvoir des mots, c'est que notre cerveau ne comprend pas la négation. Notre cerveau ne comprend pas la négation. Lorsque je dis, par exemple, ne pense pas à un éléphant rose. Voilà, Salomon, ne pense pas à un éléphant rose. Qu'est-ce qui se produit dans ton cerveau? Je viens d'y penser. Voilà, effectivement. Quand on dit ne pense pas à un éléphant rose, automatiquement, le cerveau va imaginer un éléphant rose parce qu'il ne comprend pas la négation. Donc, chaque fois que je dis je ne veux plus être stressé, le mot qui reste, c'est le stress. Je ne veux plus avoir peur. Je ne veux plus échouer. Je ne veux plus être timide. C'est toujours ces mots que le cerveau va retenir. La question qui pourrait nous aider à aller de l'avant, si je ne veux plus être stressé, qu'est-ce que je voudrais à la place? Si je ne veux plus avoir peur, qu'est-ce que je voudrais à la place? Si je ne veux plus manquer de confiance, qu'est-ce que je voudrais à la place? Et lorsqu'on clarifie ce qu'on veut, notre cerveau va favoriser cela. Donc, les mots que nous utilisons vont nous permettre soit d'ouvrir une porte émotionnelle qui va nous aider à aller de l'avant, ou va ouvrir une autre porte émotionnelle qui va nous limiter. Je prends un autre exemple, là c'est dans ma pratique en ONG. Il y avait un directeur, par exemple, lorsque tu lui transmets un document, il aimait bien répondre « Merci, super ». « Ah, super, excellent travail ». Et chaque fois que je recevais son feedback et que je voyais le mot « super », ça me mettait dans un état agréable, de joie, de fierté. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas utiliser ces mêmes mots? Et j'ai commencé à le faire. Donc, chaque fois que mes collaborateurs me transmettaient un rapport ou un document que j'avais demandé et que c'était très bien, au lieu de dire merci, bien reçu, simplement, je disais excellent, super, magnifique, bon travail. Et je me suis rendu compte que ces mots qui semblent assez simples créaient un état émotionnel qui motivait mes collaborateurs à vouloir toujours faire un peu plus. Et c'est là que je me suis rendu compte que les mots sont effectivement des graines. Et si les mots que nous utilisons sont des graines et que nous récoltons ce que nous semons, la question que nous devons nous poser, mais qu'est-ce que je souhaite récolter? Si je suis par exemple un manager, quelle est la récolte que je souhaiterais avoir dans mes relations avec mes collaborateurs? Si je suis par exemple en couple, qu'est-ce que je souhaiterais récolter? Et en fonction de cette récolte, je vais choisir mes graines. Parce que si vous semez la peur constamment, vous allez récolter l'angoisse. Par contre, si vous semez des paroles de confiance, des paroles d'encouragement, vous allez s'aimer l'engagement de vos équipes. Donc, les mots que nous utilisons sont des semences. Quel que soit l'endroit où nous sommes. En tant que parents, les mots que nous allons utiliser à l'endroit
de nos enfants sont des semences que nous mettons dans leur esprit. Et ces semences vont produire des fruits. Et généralement, on ne se pose pas la question quel est le fruit que je veux recevoir. Voilà, on sème et après, on est surpris de notre récolte. Donc, je souhaiterais qu'on regarde un peu le cultivateur. Le cultivateur va se poser la question, qu'est-ce que je souhaite récolter? Et c'est en fonction de cela, il va choisir sa semence, il va choisir sa terre, il va entretenir la semence qu'il a mis dans cette terre. Et c'est pareil pour l'utilisation de nos mots. Qu'est-ce que je souhaite récolter en utilisant fréquemment ces mots? Et comment changer ma récolte si cette récolte ne m'est pas utile? Et pour cela, je vais me tourner encore vers mon invité. Et je vais lui proposer certains mots et il me dira ce qu'il ressent. Quand je dis par exemple problème, qu'est-ce que ça te renvoie? Comment identifier un problème? Qu'est-ce que tu ressens quand je dis problème? Je commence à chercher c'est quoi que le problème. Je commence à me demander, à revoir ce qui s'est passé, quels sont les différents problèmes que j'ai eus. En même temps, je commence à identifier. Ok. Maintenant, si tu devais parler en termes de ressenti, quel est le ressenti que ce mot te renvoie? C'est un choc et puis ça crée un sentiment de frayeur. De frayeur. De peur. Ok, merci. Et quand je dis fatigue? Ouais, j'ai besoin de repos. Échec. Blocage. Ok. Par contre, si je dis opportunité? Je vois une lueur d'espoir, une voie qui vient de s'ouvrir. Ok. Défi? Une concurrence. Voilà. Apprentissage? Comme je suis à l'école, je suis en train d'apprendre un travail, une évolution. Voilà. Ok. Mais ça te met dans quel état émotionnel? Émotionnel. Apprentissage. Bon, je suis toujours joyeux d'apprendre. Voilà. Donc, Ok. Et expérience? expérience. Ça me fait grandir. Je suis dans l'émotion de croissance. Je suis en train de découvrir de nouvelles choses. Voilà. Donc, vous venez de le découvrir. Nos mots sont remplis d'énergie. Donc, il y a des mots que nous utilisons qui vont abaisser notre niveau émotionnel. Quand on dit problème, on a comme l'impression qu'il y a quelque chose d'insurmontable. Ça va nous demander énormément d'énergie. Et quelquefois, on a une émotion d'impuissance. Par contre, lorsqu'on dit défi, on se dit que wow, c'est quelque chose qui va m'apprendre à grandir, qui va m'aider à me développer. Quand je dis fatigue, l'esprit et le corps sont liés. Donc quand je dis fatigue, automatiquement, c'était comme si je disais à mon corps que vraiment, repose-toi, tu n'as pas d'énergie. Par contre, si j'utilise le mot opportunité, automatiquement, ça crée en moi une émotion de curiosité, une émotion de combattant, etc. Donc, chaque mot que nous utilisons est rempli d'une charge émotionnelle. Et aussi, j'aimerais que vous posiez la question, quels sont les mots que vous utilisez le plus souvent dans la journée? Et comme aujourd'hui, je n'ai qu'un seul invité, donc c'est lui qui va répondre à toutes mes questions. Je me tourne encore vers lui. Salomon, quels sont les mots généralement que tu utilises au cours de la journée? Fréquemment. Nouvelle expérience. Voilà. Un lendemain meilleur. Une nouvelle vision. Voilà. Donc, je me rends compte que Salomon, en cours de journée, ce sont les mots que tu utilises, ces mots te tirent vers le haut. Est-ce qu'il y a des mots que tu utilises qui te tirent vers le bas? Non. Moi, je suis beaucoup optimiste. Voilà. Quel que soit ce qui arrive, je me dis,
ça me permet de pouvoir grandir. Voilà. J'aime beaucoup qu'on me critique pour pouvoir avancer. Voilà. Donc, pour dire les expressions qui me tirent vers le bas, franchement, non. Voilà. Ok. Moi, si tu m'as fait du mal, même, je dis, ce mal que tu as produit, c'est parce que je t'ai donné l'autorisation, bien, il t'a donné l'autorisation de le faire. Voilà. Donc, comment faire pour ne plus que ça se reproduise, ça, c'est à mon niveau. Je ne mets pas la faute sur quelqu'un, mais plutôt moi qui dois toujours essayer d'évoluer. Voilà, c'est un peu ça. Ok, super. Donc, Salomon utilise à longueur des journées des mots qui le tirent vers le haut. Donc, je vous encourage, chers amis auditeurs, de faire cet exercice. Posez-vous la question, quel mot j'utilise le plus souvent au cours de journée? Est-ce que ces mots me tirent vers le haut ou est-ce que ces mots me tirent vers le bas? Et sachez que vous avez le choix. Vous êtes responsable de votre langage. Vous êtes responsable des émotions que vous générez à travers vos langages. Et je vous invite à rester avec nous parce qu'après cette plage musicale, nous allons faire 2 petits exercices pratiques. Et le coach te donne des solutions pratiques. Oui, nous sommes de retour pour parler du pouvoir des mots. Et je suis avec Salomon qui est mon invité de ce jour. Et avec lui, nous allons faire une simple expérience. Salomon, peux-tu me partager une phrase que tu as déjà dite, bien que tu dis souvent qui te pèse, par exemple? Je suis stressé de parler en public. Ok, je suis stressée de parler en public. Très bien. Ok. Nous allons voir ce que ce mot stressé veut dire pour Salomon. Pour toi, qu'est-ce que ce mot stressé voudrait te donner comme information? C'est Ou bien, quelle est l'intention positive derrière ce stress-là? Ce stress-là voudrait te prévenir de quelque chose. Qu'est-ce que ça peut être, par exemple? d'abord faire attention au langage, c'est-à-dire aux expressions, au vocabulaire, à la grammaire, tout cela. Et puis, en deuxième partie, les personnes qui vont m'écouter, voilà, qu'est-ce qu'elles vont penser de ce qui est en train de dire. Voilà, donc c'est un peu ça. Ok. Donc, le mot stressé veut seulement l'intention positive qui se cache derrière ce mot, c'est de prévenir Salomon. C'est de lui dire de faire attention à ton langage, faire attention aux mots que tu vas utiliser, faire attention au regard des autres. Aide après toi à donner le meilleur de toi-même. Maintenant, on va faire juste un simple exercice. Et si on remplaçait le mot stressé par mobilisé, par exemple, qu'est-ce que ça donnerait? Je deviens plus confiant. Voilà, donc on va prendre la phrase de départ. Je suis stressée de parler en public. On va dire maintenant, je suis mobilisée quand je parle en public, par exemple. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur de toi lorsque on dit je suis mobilisée? Qu'est-ce que tu ressens? Une paix, une sérénité. Une paix, une sérénité. Par contre, lorsque tu disais je suis stressée quand je dois parler en public, quelle était l'émotion qui était là? La peur. La peur. Vous voyez. Donc c'est ça le pouvoir des mots. Nous avons simplement changé un mot. Je suis stressée lorsque je parle en public. L'émotion que le mot génère, c'est la peur. Par contre, lorsqu'il dit je suis mobilisé, lorsque je parle en public, il ressent une certaine paix. Donc, les mots ne sont pas neutres. Ils vont sculpter notre énergie, notre attitude, notre émotion du moment. Donc, change un mot et tu changes un monde intérieur. Et ça, c'est un exercice
que je vous invite à faire régulièrement. Je prends un exemple tout simple. Hier, je devais faire une activité avec une personne aujourd'hui. Voilà. Et à 15h, j'envoie un message. Si tu veux bien me confirmer le rendez-vous, pas de réponse. Et je reçois la réponse très tard dans la nuit. Je me dis, désolé, je ne pourrais pas confirmer notre rendez-vous de ce jour. J'aurais pu dire, je suis vraiment déçue. En disant cela, je crée en moi une émotion qui me renferme. Par contre, ce que j'ai dit, ok, c'est entendu. Il va falloir que je trouve une alternative. En même temps, je mets mon cerveau en mode travail. Puisque je devais faire un travail avec lui, il n'est pas disponible. Quel est le plan B que mon cerveau me propose? Donc, il y a certaines situations devant lesquelles nous sommes et nous passons tout notre temps à parler des choses que nous ne voulons pas. Et généralement, il y a des personnes avec qui vous êtes, après 2 ou 3 minutes d'échange, vous sentez un malaise, un mal-être. Parce que ces personnes vont se mettre à utiliser des mots qui vont générer en vous des émotions dites négatives. Il y avait une chaîne de télévision, je ne dirais pas cette chaîne-là, que j'aimais suivre, qui diffusait des informations 24/24. Et chaque fois que je regardais cette chaîne, j'étais angoissée parce que je me disais, mais le monde va mal. Il n'y a que des mauvaises nouvelles. Il n'y a rien de bon dans ce monde. Et chaque fois que je suivais cette émotion, j'étais angoissée, j'avais peur de tout et de tout le monde. Je vivais dans la méfiance. Et un matin, je me suis dit, mais il va falloir que je travaille à changer cette émotion que je ressens. Et stop, j'arrête de suivre cette chaîne. Je me suis rendu compte que le matin, sans regarder cette chaîne, je me sentais beaucoup mieux et en paix. Et je me suis posé la question, par quoi je veux remplacer cette chaîne-là? Donc, j'ai mis des émissions ou une musique qui générait des émotions de joie, d'enthousiasme, d'optimisme en moi. Donc nous avons le choix. Lorsque nous utilisons des mots qui génèrent des émotions dites négatives, nous avons la possibilité de remplacer ces mots. Avec notre invité, on va faire un deuxième exercice que j'ai appelé simplement le changement de sous-modalité verbale. Salomon, je vais t'inviter à fermer les yeux. Tu vas fermer les yeux pour mieux voir ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et tu vas respirer lentement. Tu prends l'air par tes narines et tu les fais ressortir par la bouche. Voilà, Salomon, quand je dis « je suis débordé », donc écoute bien ces mots. Et répète ces mots intérieurement. Je suis débordé. Voilà. Quand tu dis ces mots, qu'est-ce que tu vois? Je me vois en train de courir dans tous les sens. Dans tous les sens. J'ai assez de choses à faire en même temps. Oui. Voilà. Et quoi d'autre? Je vois que j'ai du mal à faire cela. Ok. Et pendant que tu te vois en train de courir dans tous les sens, avoir du mal à faire tes activités, qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur de toi lorsque tu entends le mot « je suis débordé » ? Qu'est-ce que tu ressens au fond de toi? Je ressens un stress énorme. Un stress énorme. Quoi d'autre? Une pression. Une pression. Une pression. Ok. Donc, lorsque tu dis « je suis débordé », tu ressens une pression. Cette pression, elle naît où? Comment elle se manifeste, cette pression?
elle se manifeste au niveau du rendu. Mhm. Parce que je me vois, je dois produire quelque chose à l'instant T. Pourtant, j'ai plusieurs choses en même temps à faire. Tout doit produire un résultat. Mhm. Voilà. D'accord, ok, merci. Et qu'est-ce que tu ressens dans ton corps lorsque tu ressens cette pression? Lorsque je ressens cette pression, c'est un sentiment de peur en même temps. Mhm. Voilà. J'ai peur de ne pas accomplir, de ne pas pouvoir accomplir ce que je dois faire à ce devoir de moi. Ok, d'accord. Je t'invite à répéter une deuxième phrase. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Quand tu dis cette phrase, je n'en peux plus, qu'est-ce que tu vois? Je me vois avec une odeur. Tu te vois avec une odeur. Avec une odeur. Une odeur à quel niveau? Une odeur de non-accomplissement. Voilà. Un On dit que non-accomplissement. j'ai fait mon possible, mais je vois que je ne peux pas. Ok, tu veux bien nous décrire l'image qui te vient à l'esprit quand tu penses à cette phrase? Je n'en peux plus. Quelle est l'image qui vient? L'image, pour être plus précis, c'est comme si, bon, je vais matérialiser ça par un exemple. Voilà. Je devais normalement faire une action et j'ai mené tous mes efforts pour que cela puisse se produire. Mais je vois que le rendu normalement était à 18h et nous sommes à 17h45 minutes et je vois que même la moitié même de l'action n'est pas encore terminée. Donc j'ai dit là, je n'en peux plus. Je n'en peux plus parce que tout l'effort consenti, ça n'a rien donné. Alors, ça ne peut pas produire quelque chose pour satisfaire la demande. Ok, et qu'est-ce que tu ressens? Je ressens un désespoir. Désespoir. Un désespoir. Quoi d'autre? Un dégoût de moi-même. Un dégoût de moi-même. Voilà. D'accord, ok. Maintenant, imagine que tu remplaces ces différents mots. À la place de « je suis débordé », on va dire que je suis sollicité parce que je compte pour les autres. Donc, tu vas fermer les yeux et tu vas te répéter cette phrase. Je suis sollicité. Au niveau de mon entreprise, bien, je suis sollicité au niveau même de l'école parce que je compte. Quand tu te répètes cette phrase, qu'est-ce que tu vois? Je me vois à apporter mon aide partout, être multitâche. Oui. Voilà. Si quelqu'un en a besoin, en même temps je suis là. Voilà, je me sens utile. Ok. Et qu'est-ce que tu ressens? Je ressens un sentiment de paix et puis de challenge. Le challenge, ok. Chers amis auditeurs, je ne sais pas si vous avez fait la remarque. Lorsque j'ai dit la première phrase, Salomon a répondu de manière stoïque. Mais par contre, lorsque je lui ai demandé de répéter, je suis sollicité parce que je compte. Et cette fois-ci, il répond avec un sourire. Un sourire. Et il se voit utile, en train d'apporter son aide aux uns et aux autres. Donc, la perception que nous avons des réalités va modifier nos émotions. Vous pouvez être en entreprise, vous avez du boulot et vous vous répétez, mais je suis débordé, je ne vais pas y arriver, je suis débordé de toutes parts, je suis fatigué. Vous allez vous rendre compte que
vous allez générer des émotions de stress, d'angoisse au fur et à mesure. Par contre, si vous vous dites que je suis sollicité par mes amis, je suis sollicité par mes collègues, je suis sollicité par mon superviseur parce que je compte. Cette phrase que vous allez vous dire va ouvrir le champ des possibilités et vous aider à vous organiser. Donc, si je suis tant sollicité, qu'est-ce que je vais devoir apprendre à faire pour pouvoir assumer tout ce qu'on me confie, par exemple. Par contre, lorsque vous dites que je suis débordé, cela vous limite. Vous avez du mal à trouver des solutions pour aller de l'avant. Ok. On continue. J'avais proposé une première phrase, je n'en peux plus. On va remplacer par une autre phrase. Je suis traversée par beaucoup d'énergie aujourd'hui. Donc, je t'invite à fermer les yeux et à répéter cette phrase et à nous dire qu'est-ce que tu vois et qu'est-ce que tu sens. Je suis traversée par beaucoup d'énergie aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vois lorsque tu te répètes cette phrase? Je me vois plein de vie. Plein de vie en train de travailler de manière optimale, exponentielle même, comme on dit. Voilà. Je travaille véritablement. Je me vois faire des trucs même que je n'avais pas pour habitude de le faire. Ok. Donc, vous voyez que les mots n'ont pas changé la réalité extérieure, mais ces mots ont changé notre expérience intérieure. C'est exactement ce qu'on appelle en PNL un changement de sous-modalité verbale. Et troisième chose, là, je fais une petite ouverture en utilisant ma casquette de chrétien. Il arrive des fois qu'on dise que je vais dire mes 4 vérités à une personne. Je vais lui dire ce que je pense. Et quand on a fini de dire nos 4 vérités, on ne se sent pas joyeux ni en paix. On a voulu blesser l'autre par nos mots et à la fin, nous avons un sentiment d'insatisfaction. Parce qu'il y a une chose, nous avons vu tout à l'heure que les mots expriment notre état intérieur. Et les mots créent notre réalité extérieure. Donc, lorsque je fais sortir de ma bouche des paroles blessantes, c'est parce qu'à l'intérieur de moi, il y a une blessure. C'est pour cela que la parole de Dieu dit que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui nous souille, c'est ce qui sort de la bouche. Nos mots expriment ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Donc, généralement, quand vous conversez avec une personne, en fonction des mots que la personne utilise le plus souvent, vous pouvez avoir une idée de son état intérieur. Je donne un exemple très simple d'une éducatrice qui me rapportait une fois au cours d'une formation qu'il y a un élève dans sa classe qui avait des mots vraiment blessants, qui disait des gros mots à l'endroit de ses élèves. Et cet enfant a été puni plusieurs fois. Malgré cela, il n'arrêtait pas de se comporter ainsi. Il blessait ses camarades pleuraient, venaient se plaindre. Et lui, donc, elle s'est rendue compte que ces punitions n'arrangeaient pas les choses. Donc, j'ai juste partagé ma perception. Je lui ai dit, cet enfant qui dit des propos blessants, des paroles assez vulgaires, c'est un enfant qui est en souffrance. Parce qu'il dit, il exprime ce qu'il y a à l'intérieur de lui. Donc la question qu'il faudrait se poser, qu'est-ce qui fait qu'un enfant de 7 ans, de 8 ans, ne puisse pas exprimer des paroles apaisantes et il ne sort de sa bouche que des mots blessants. Donc c'est un enfant sûrement qui vit une grande blessure. Donc la meilleure manière d'arrêter cela, c'est de chercher à comprendre cet enfant
et à savoir dans quel environnement il évolue. Parce qu'on n'exprime que ce qu'on a à l'intérieur de soi. Une personne remplie de patience, remplie d'amour, remplie de bienveillance, dira des mots bienveillants, des mots emplis de paix, des mots emplis d'amour. Par contre, une personne qui est en souffrance émotionnellement dira des propos assez blessants. Et aussi, lorsque nous disons des propos blessants, ce n'est pas l'autre seulement qui est blessé. Nous sommes également souillés par nos mots. Et les mots que nous utilisons vont venir influencer notre réalité. Donc tout à l'heure, lorsque Salomon a répété « Je suis débordé », il ne se voyait pas en train de réussir ses différentes tâches. Donc pour lui, c'était insurmontable. Par contre, lorsqu'il a commencé à se répéter « Je suis sollicité parce que je compte », il s'est senti utile. Et ce sentiment-là le pousse à donner un peu plus. Donc, chers amis auditeurs, quels sont les mots que vous utilisez chaque jour? Quel est le pouvoir? Comment vous gérez votre pouvoir? Donc, je vous invite à y réfléchir avec cette petite plage musicale et nous reviendrons pour la suite. Le pouvoir des mots, transformer ton langage pour changer tes émotions. Nous sommes presque à la fin de l'émission
Et j'aimerais avoir l'avis de Salomon sur tout ce que nous avons partagé et aussi sur les 2 petits exercices que nous avons eu à faire ensemble. Salomon. Oui. Quelle est la prise de conscience que tu as eue après ces 2 exercices que nous avons faits? Je voulais dire que j'ai compris que les mots ont un effet, un impact sur nous. Voilà, en fonction du mot, nous ressentons soit de la joie ou de la tristesse. Voilà. Quand on prend le premier exercice, je voyais, je suis débordé. J'avais un sentiment de lourdeur et autres. Mais quand j'ai échangé, je suis sollicité, j'ai vu un sentiment de joie. Voilà. Et mon ressenti était une énergie, un plus que je devais apporter. Voilà. Donc, pour dire que les mots ont vraiment de l'impact sur notre manière de faire, sur notre comportement. Okay. Merci Salomon. Donc nos mots sont des semences. Nous allons apprendre à parler de manière intentionnelle. On va plus dire ça sort comme ça sort. Non. Quel est l'objectif que je vise à travers ma communication? Et en communication, le plus important, c'est pas ce que l'on dit, mais c'est ce que l'autre comprend. Donc, qu'est-ce que je veux récolter? Parce que nos mots vont façonner non seulement nos émotions, et aussi nos relations et nos décisions. Donc, si je souhaite améliorer mes relations, si je souhaite mieux me faire comprendre, il va falloir que je choisisse des mots qui vont faciliter cette compréhension. Si je souhaite être une personne bienveillante, je souhaite être une personne qui encourage, qui motive, il va falloir que je choisisse mon langage qui est aligné à la personne que je souhaiterais être. Si je souhaite développer une compétence, il va falloir que je choisisse le langage qui va avec. Donc nous allons apprendre à parler, à vivre de manière intentionnelle. J'ai un objectif à atteindre. Et pour pouvoir atteindre cet objectif, il va falloir que je puisse identifier le langage qui va avec. Parce que nos mots sont, je répète, des semences. Je me tourne encore vers Salomon. Qu'est-ce que tu retiens de notre émission de ce jour, le cabinet de la PNL? C'est ta première participation et j'espère que ce n'est pas la dernière. Effectivement, ce ne sera pas la dernière. Je retiens que le cabinet de la PNL, c'est un laboratoire de mots, de développement personnel. Cet exercice m'a permis aujourd'hui de comprendre l'importance des mots. Pour dire que je peux changer ma manière de voir juste en changeant un mot simplement. Voilà. Si le mot est à sa place, automatiquement quelque chose de positif se produit. Voilà. J'invite par ailleurs tous ceux qui veulent, qui nous voient au travers de ces images, voilà, de venir aussi faire comme moi aujourd'hui. C'est vraiment intéressant. Comme je disais, j'étais curieux. J'ai voulu voir de mes propres yeux et j'ai compris maintenant que c'est vraiment du réel. Voilà. Merci Salomon, merci. Donc, chers amis auditeurs, je vous invite à retenir qu'en PNL, changer son langage, c'est reprogrammer son expérience. Commence dès aujourd'hui à écouter les mots que tu utilises et à choisir ceux qui nourrissent ton bien-être. Le mot est une clé. Choisis chaque jour les mots qui ouvrent les portes de ton bonheur. Et j'ai commencé avec un proverbe, je vais le terminer avec un autre. La langue
apaisante est un arbre de vie. Langue perverse brise le cœur. Bonsoir. Et si cette étape était celle de la transformation intérieure? Bienvenue dans le cabinet de la PNL. Votre rendez-vous hebdomadaire avec Coach Adelindia pour booster votre confiance, votre communication et mieux gérer vos émotions grâce à la programmation neurolinguistique. Le cabinet de la PNL, chaque lundi à 14h GMT. En direct sur toutes les plateformes de Radio Grâce Espoir. Des conseils pratiques, des interviews et des outils concrets pour aller mieux, penser mieux et vivre mieux. Le cabinet de la PNL, c'est le moment de faire de soi sa meilleure version.